Bonjour, Martin Limoges. Bonjour, Mathieu Doucet. Martin Limoges. Bonjour. Mathieu Doucet. Excellent. Désirez-vous que l'instruction soit lue en français ou en anglais? En français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. Chaque chien a un plafond pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom de la provenance de votre invité. Cher comité d'investisseurs, d'abord, merci de vous être déplacés aujourd'hui pour écouter notre présentation. Ce que nous avons à vous proposer aujourd'hui, mon équipe et moi, Marc-Antoine Jeunesse, Mathieu Doucet et moi-même, Martin Limoges, c'est un projet qui est porteur d'avenir pour votre entreprise. C'est un projet d'expansion qui va apporter à votre entreprise de prendre la valeur. Un projet d'expansion qui est au Canada, qui sort un petit peu de vos activités normales de votre entreprise, mais qui va vous ouvrir des portes sur un nouveau continent, qui va vous ouvrir des portes vers un avenir prometteur. Donc, la présentation, assez standard. Donc, on va passer à l'enjeu des parties prenantes. Donc, votre entreprise, l'entreprise à laquelle vous souhaitez faire affaire, dans le fond, qu'on va vous proposer de faire affaire avec elle. Ensuite de ça, nous allons analyser le projet d'investissement avant d'y aller avec le montage financier, un léger plan d'action pour ne pas oublier les facteurs clés à considérer pour que le tout se déroule en bonne et due forme. Donc, première étape que dans notre analyse qu'on a considérée afin de vérifier la compatibilité de votre projet avec les opérations qui seront à faire au Canada. On se rappelle qu'une compagnie européenne, pour vérifier si c'est compatible avec les opérations qui seraient au Canada. Donc, on regarde ici certains avantages et inconvénients qui seraient par rapport à votre compagnie, Eurowind Energy. Donc, les avantages, l'Europe est assez contingentée au niveau des énergies éoliennes. Au Canada, ce n'est pas le cas. C'est un marché qui est très concurrentiel, puis en même temps, le taux de pénétration est très faible. Donc, vous avez une possibilité de mettre un pas au Canada et par la suite aussi développer d'autres marchés si c'est concluant ce projet-là. Suite à quoi, votre expertise au niveau du Danemark, vous êtes reconnu en tant que pays au niveau des énergies vertes, aussi par rapport aux énergies éoliennes. Donc, l'énergie éolienne, c'est une chose qui serait intéressante à développer au Canada puisque l'énergie verte est de plus en plus en vogue. L'énergie verte, que vous êtes des experts, donc amener cette expertise-là au Canada, c'est un avantage pour vous. Votre structure juridique aussi qui protège la façon que vous travaillez, c'est-à-dire d'avoir une entreprise ad hoc qui développe le projet à part, et vous, votre entreprise mère qui étant séparée au niveau juridique, vous êtes protégé si les projets ne fonctionnent pas. Oui, financièrement, ça va vous donner des impacts, toutefois, ça protège le gros de votre compagnie de cette façon-là. Au niveau des inconvénients, on s'expose à plusieurs risques, toutefois, qui sont de plus en plus gros, étant donné qu'on travaille maintenant au Canada, ça sort un peu de votre champ d'expertise. Donc, le risque souverain, bien entendu, vous allez vous installer au Canada. Il y a un certain climat, comme on peut dire, politique qui est différent du vôtre. C'est important de considérer ça. Le risque de change, vous travaillez maintenant en dollars canadiens lorsque vous allez être en opération Canada, donc au niveau du taux de change, ça peut venir modifier au niveau de vos résultats. Le risque environnemental, l'énergie éolienne dépend bien entendu du vent. Vous devez développer en fait la variance du vent qui va être développé par le projet. Donc c'est quelque chose qui est... Oui, vous allez faire l'analyse, toutefois le vent, c'est pas quelque chose qui est prévisible à 100%, donc on s'expose à ce risque-là. Et le risque structurel, bien entendu, si on travaille avec des équipements et tout ça, ça peut être des choses à considérer. Au niveau de la compagnie Wind Movement, qui possède en ce moment un plan qui s'appelle, on va l'appeler Blower au niveau de notre projet. Donc, ce projet-là appartient à Wind Movement. Pour eux, vendre cette participation-là à vous comporte des avantages et des inconvénients aussi, qui sont les suivants. Premièrement, ils ont deux plans. Donc, le premier serait TT Wind Farm, qui est plus petit. C'est en partenariat avec des locaux. Et on a le plus gros qui serait Blower, justement, que vous porteriez acquéreur de ce projet-là. Donc, ça va leur permettre de développer débloquer des fonds supplémentaires pour développer le plus petit projet et pour pouvoir peut-être prendre un pas en arrière pour aller vers de l'avant, développer plus gros.
évite une croissance excessive. C'est toujours en finance risquée, quand on travaille avec quelque chose qui a de très forte croissance, si on n'est pas capable d'implanter les fonds nécessaires pour supporter cette croissance-là, malheureusement, on peut frapper un mur rapidement et perdre tout ce qu'on a en fait. Donc ça pourrait les éviter par rapport à ce niveau-là. En même temps, c'est en accord avec les rumeurs qu'on entend dans le marché qu'ils veulent changer la stratégie justement, peut-être tous prendre un recul et en fait pour pouvoir être de l'avant. Au niveau des inconvénients, bien entendu, ils ont une perte d'opportunités qu'ils ne pourront pas exploiter les blowers. Et puis, ils vont vendre à escompte ce projet-là, étant donné qu'il est en phase de départ et c'est toujours, il y a une certaine courbe à respecter. Plus on est avancé dans le développement du projet, plus ça vaut cher. Donc, en ce moment, c'est bien entendu, ils vont le vendre à escompte par rapport au montant qu'il y aurait s'ils l'avaient développé au complet. Bon, maintenant, on va passer à la partie qui vous intéresse plus, c'est-à-dire l'évaluation financière de cette acquisition-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable, avec ce projet, de générer une plus-value qui va faire en sorte que vous allez vouloir faire ce projet-là et qui va être rentable? Le premier élément qu'on a calculé, c'est d'aller chercher un taux de rendement exigé par les actionnaires pour des transactions comparables. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on avait plusieurs comparables possibles. Ce qu'on a pris, c'est les comparables vraiment en lien avec votre secteur d'activité. Votre secteur d'activité, ce n'est pas l'exploitation des éoliennes, mais bien l'aménagement des sites éoliens. Donc, ce qu'on a fait, dans un premier temps, pour la partie acquisition, on a pris un taux de rendement des comparables qui étaient exclusivement du côté de l'aménagement. On a ôté les comparables autres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait le bêta avec effet de levier. On a simplement, à l'aide du ratio d'endettement, on a été chercher le bêta opérationnel, c'est-à-dire le bêta sans effet de levier, pour être capable de bien comparer les entreprises entre elles. Évidemment, quand on rajoute la déductibilité des dépenses d'intérêt, ça fait une comparaison entre les bêtas qui est pas correcte. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un total, on a pondéré évidemment selon la ressemblance entre ces comparables-là et avec la compagnie. Par exemple, GreenTech, c'était une compagnie qui se spécifiait, qui était spécifiquement dans l'aménagement au Danemark, je crois. Donc, on a pris vraiment les meilleures compagnies. Ensuite de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé notre taux de rendement exigé pour la transaction initiale. On ne parle pas de la transaction, de la revente dans 5 ans, à la fin des 2 années d'opération, mais on parle du taux de rendement exigé par la compagnie qui va nous vendre. Donc, on avait un bêta de 0,83, un taux sans risque dont on s'est fié au taux, c'est une approximation avec les taux du marché en ce moment, un taux sans risque d'environ 3%, là, c'est près des obligations long terme 10 ans de la Banque du Canada. On a rajouté à ça la prime de risque, qui est à peu près la prime de risque historique du marché canadien à 5%. Avec un bêta de 1,29. Ça nous a donné en fait un bêta de 1,29 lorsqu'on rajoutait l'endettement qu'on veut faire à ce projet-là, l'endettement de 85%. Puis, ça nous donnait un taux de rendement exigé de 9,45%. Ensuite de ça, la méthode qu'on a utilisée afin d'évaluer la valeur des acquisitions que nous proposons de faire. On a bien entendu calculer les flux monétaires futurs qui vont être dégagés par cette acquisition-là, avant de les actualiser au taux que mon collègue vient d'expliquer, pour voir quelle est la valeur en date d'aujourd'hui de ce qu'on vous conseille d'entreprendre bientôt. Donc, c'est un contrat de 100 mégawatts qui vous attend. En fait, c'est ce dont nous vous proposons de faire l'acquisition. Les 100 mégawatts, bien entendu, sont répartis sur une période de 20 ans. Et dans ces 20 ans-là, ça donne 5 mégawatts par année là, de production. Vous avez un taux de production, si on va appeler ça comme ça, de 38%. Donc, c'est la production là, que vous voyez en haut du tableau. Pour ce qui est du prix de vente, le prix de vente le prix de vente de l'électricité, dans le fond, le prix auquel vous allez la vendre à Hydro-Québec, est basé sur 2 facteurs. Donc, l'IPC et puis le prix du béton. Donc, ce que nous voulions savoir, c'est ça va être quoi l'IPC en début de projet. En 2017, quel va être l'IPC et quel va être l'indice de prix du béton? Puisque c'est en 2017 qu'on va savoir le prix de l'énergie, puisque c'est en 2017 qu'on va commencer à la vendre, bien sûr, à Hydro-Québec. Donc, comment on a procédé? On a fait une analyse historique de la croissance de l'IPC, quand même que de la croissance de l'indice du béton, puis avec une formule là, qui est généralement utilisée au Canada afin de calculer le prix de l'énergie, nous avons déterminé le revenu que vous voyez à la deuxième ligne pour chaque mégawatt d'électricité qui va être vendu à Hydro-Québec. Donc, vous avez ensuite de ça les revenus totaux. Juste vous dire, on a mis les 3 premières années. En fait, c'est le même principe là, pour les 20 suivantes. On voulait juste alléger la présentation. Ensuite de ça, pour ce qui est des dépenses,
Vous avez un projet similaire là, au Danemark, donc la même production d'électricité, même vente d'électricité avec des dépenses qui sont similaires. Donc, toutes les dépenses sont basées sur les dépenses du Danemark. Par exemple, pour les bails, il y avait un montant de 2,5 des revenus qui étaient des allocations, des redevances. Ensuite de ça, il y avait un 2000 par éolienne. Donc, on a déterminé qu'au Danemark, le projet de 100 MW contenait 126 éoliennes par déduction, excusez-moi. Donc, pour un projet de 126 éoliennes, on avait aussi dans le bail des frais fixes de 2000 $ par éolienne pour la location. Ensuite de ça, pour ce qui est d'entretien, bon, c'est encore une fois un pourcentage de la production. Puis pour les assurances, on a pris le même montant fixe des assurances que vous payez au Danemark. On a bien entendu qu'on fait la conversion en dollars canadiens pour vous présenter le tableau ici. Et de même pour la consommation d'énergie, nous avons la consommation moyenne et ainsi de suite. Donc ici, vous avez les flux monétaires qui vont être dégagés annuellement par l'entreprise de ce projet-là. Plus tard, les flux monétaires vont être actualisés pour vous dire le montant que vaut ce projet-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est à l'aide de ces flux monétaires-là, on a déterminé le prix de vente, en fait, avec le taux qu'on vous a mentionné tout à l'heure, et avec les flux monétaires dont mon collègue vient de parler. On a actualisé les flux monétaires totaux en début de projet, donc à l'année 2012. On a pris les flux monétaires de 2017 et pour les 20 années subséquentes. Ça nous donne des flux monétaires actualisés de 288 millions de dollars. Ensuite de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait des coûts de construction, donc un investissement en capital qui était dans les 12 premiers trimestres, ou les 9 premiers trimestres du projet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement actualisé ces coûts de construction-là. C'est une dépense que la compagnie va devoir faire. Donc, c'était important de la mettre dans le prix d'investissement initial. Et ensuite de ça, on a actualisé les économies d'impôts liées à ce projet-là pour toute la durée de vie du projet, avec encore le même taux qu'on vous a mentionné. Les économies d'impôts qui sont liées évidemment au coût de construction, un investissement en capital qui est très important au début. Ça me donnait un prix de vente estimé, un prix d'achat estimé, de 110 millions de dollars. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, la compagnie va posséder ces éoliennes, va construire ces éoliennes-là pendant les 3 premières années. Ensuite, on a 2 ans d'opération. Puis, on va revendre ces opérations-là. À ce moment-là, la valeur des opérations, ça va simplement être les flux monétaires actualisés. Il n'y aura plus les coûts de construction qui vont déjà avoir été enquéris par la compagnie. Il va rester juste les flux monétaires à actualiser. Ce qu'on a fait ici aussi, c'est le même principe que tantôt. On a trouvé un nouveau taux d'actualisation. Pourquoi? C'est que l'exploitation puis l'aménagement, c'est 2 choses complètement différentes avec un risque complètement différent. Le risque de construction, on supporte d'autres risques, un autre risque. Donc, c'est important de prendre des comparables qui étaient vraiment plus axés sur l'exploitation de champs d'éoliennes plutôt que d'aller chercher des compagnies spécifiquement d'aménagement. Donc, c'est pour ça vous voyez que nos compagnies sont différentes à celles de tout à l'heure, encore une fois avec une pondération. Le principe reste le même, on enlève l'effet de levier pour ensuite le remettre avec le taux d'endettement du projet de 85 %, ce qui nous donne un nouveau bêta de 0,93. Donc, on voit que le risque supporté par ceux qui vont acheter nos opérations lorsqu'on va les revendre est plus faible. Donc, 0,93, ce qui nous donne un taux de rendement exigé de 7,64 %. Ça, on vient ensuite à la valeur terminale. On voit que la valeur de la firme, en janvier 2017, je vous ai déjà expliqué ce qu'on avait fait. On a vraiment actualisé les flux monétaires prévus pour les 18 dernières années d'opération, ce qui nous donnait un montant de 369 millions. On a actualisé les économies d'impôts restantes aussi. Et ça nous donne un prix de revente de 406 millions. C'est le prix auquel, la valeur terminale, le prix auquel on va revendre la compagnie. Lorsqu'on regarde l'investissement total de votre compagnie, on se rend compte qu'on a un investissement initial de 110 millions de dollars. En plus de ça, s'ajoutent les frais qu'on va devoir encourir pour les coûts de construction de 254 millions de dollars. Et on a une rentrée d'argent à la fin du projet qui va être la valeur terminale du projet de 406 millions de dollars pour un total de une plus-value de notre investissement de 3,70 %. Si on compare notre 406 000 $ avec notre investissement initial qui est de 364 000 $. Donc, la façon qu'on va procéder pour financer ce projet-là, bien entendu, la construction se passe sur une certaine période de temps. Donc, on procède à faire, si je me souviens bien, c'est 5 3 ainsi de suite. Donc, mois après mois. Ce qu'on a pensé au niveau pour le financement du projet, ça serait d'utiliser un financement transitoire. Donc, on peut, comme mieux connu sous le nom de bridge financing.
Donc, on parle de 216 millions de dollars. Comment on va fonctionner avec ça? Ça serait de se diriger vers une compagnie qui se spécialise dans ces sortes de financements-là. Bien entendu, ce n'est pas nécessairement les banques qui vont le faire, mais il y a des compagnies comme des fonds de retraite qui sont très bien placés pour pouvoir faire ça, qui veulent aller chercher un rendement additionnel par rapport à ce niveau-là, sont disponibles à faire ce style de financement-là, ce type de financement-là, pardon. Au niveau, à la fin de la construction, quand on aurait atteint 100% des travaux, on consoliderait cette dette-là en dette à long terme, tout en respectant votre ratio d'endettement désiré, soit idéalement du 85%, 15% dette équité. Donc, c'est l'idéal. Bien entendu, au niveau des opérations, ce serait de vérifier qu'on se rend là, mais l'optique, c'est de toujours respecter ce ratio-là au niveau de la fin du projet. Donc, on regarde ici, au niveau des coûts de construction, on a vraiment l'étalement total de ces choses-là. On finance au début du projet la dette de 93,5 millions de dollars, donc ça respecte encore au début. Ça, c'est le 110 millions, 85% de ce montant-là. Donc, on a toujours l'idéal de respecter le ratio de 85%. On finance cette chose-là. On additionne à ça le financement sur la certaine période de temps, le bridge financing, pour arriver à votre financement total. Et tout ce montant-là serait refinancé à la fin des 3 ans de construction pour obtenir votre dette à long terme. Donc, au niveau des informations pertinentes à regarder, vous êtes une compagnie danoise. Encore là, on était chercher un petit peu plus loin au niveau de l'économie québécoise. Qu'est-ce qui serait important de faire, des petits détails que vous devriez regarder qui sont différents malgré votre expertise que vous avez au niveau du Danemark. Les points à noter, ce serait bien entendu de noter qu'on a utilisé des données qui étaient prévisionnelles et aussi qui sont basées sur des hypothèses. Donc oui, on considère que les opérations au Québec devraient être sensiblement les mêmes que les opérations au Danemark. Toutefois, on ne peut pas être certain de ça à 100%. Toujours revenir au risque que je vous ai communiqué un peu plus tôt dans la présentation. Donc c'est à propos de ça que je fais allusion ici. Le projet est en sol canadien. Donc, normalement, ce que vous faites en tant qu'entreprise, c'est que vous prenez des entreprises en démarrage ou vous prenez complètement un projet de départ, vous l'amenez à terme et au bout de 2 ans, et idéalement pour vous, c'est vraiment un délai de 2 ans, c'est de le revendre pour recommencer en fait la même opération. Bien entendu, c'est quelque chose que vous regardez à faire encore au Québec pour cette chose-là. Toutefois, comme c'est assez incertain au niveau de ces choses-là, est-ce que le Danemark et le Québec vont répondre de la même façon à votre projet? Donc, ça pourrait être un peu plus long que 2 ans. C'est important de noter que ça c'est un détail à considérer. Au niveau du climat politique, sans vraiment rentrer dans le détail parce qu'on est au niveau d'une présentation plus financière, mais au Québec, il y a un certain climat politique. Le gouvernement au Québec a une très grosse influence sur l'énergie, sur tout ce qui se rapporte à la construction. Donc, c'est une chose qui est nécessaire à regarder si vous allez voir dans notre plan d'action qu'on considère ce point-là en prenant communication avec les bonnes personnes. Et Blower n'a pas encore d'entente d'approvisionnement en éolienne ni de contrat sur les équipements auxiliaires. Donc, on a tout calculé nos montants en fonction du fait que vous allez opérer selon le fait que vous allez avoir le nombre d'éoliennes disponibles toujours au maximum. Par contre, comme on n'a pas d'entente d'approvisionnement, c'est important de considérer, de s'assurer en fait qu'on va les avoir. Et aussi les contrats sur les équipements auxiliaires qui vont vous permettre d'acheminer le matériel d'entretien, aussi les employés de soutien en fait à ce projet-là, donc de pouvoir les acheminer là. En attendant, c'est toujours un risque qu'il faut considérer dans le projet. Pour ce qui est du plan d'action, en 6 étapes rapidement, donc aujourd'hui on vous présente le projet, ça va être à vous de prendre la décision si oui ou non cet investissement vous intéresse. Bien entendu, notre recommandation est d'aller de l'avant avec ce projet-là, on est en recherche d'investisseurs et pour vous, nous avons prouvé que ce projet-là serait rentable. Ensuite de ça, c'est d'entrer en contact avec la compagnie, en fait, pour leur exprimer notre intention d'aller de l'avant avec ce projet-là. Avant de contacter Hydro-Québec, parce que bien entendu, l'électricité va être vendue à Hydro-Québec, il y a des démarches de ce côté-là à effectuer pour aller de l'avant lorsque la construction va être terminée dans les 3 ans. En cinquième lieu, début des travaux, avant de débuter les opérations et puis de vendre le tout 2 ans après le début des opérations. C'est dans quoi notre compagnie se spécialise. On démarre des chantiers, on les opère pendant 2 ans et ensuite de ça, c'est la revente. Donc, le plan d'action à 6 étapes se détaille comme ici. Donc, les facteurs clés à considérer. Premièrement, ce qui est important pour vous, c'est véritablement, dans le fond, le financement de ce projet-là, d'y aller avec un financement qui est transitoire. Un financement transitoire, ça a un avantage qui est quand même considérable.
c'est que vous n'avez pas de paiement de capital effectué durant les 3 premières années. Donc, vos entrées de fonds sont dans 3 ans. On repousse le plus possible les sorties de fonds avant 3 ans. Donc, la structure de financement, c'est primordial pour vous puisque vous voulez là, vraiment adapter vos sorties de fonds avec vos entrées de fonds. Dans un second temps, rapidité d'exécution. Le marché est... Il y a beaucoup de demandes là, dans le secteur de l'énergie. Et puis, ça serait dommage, avec un projet d'investissement qui est rentable comme ça, de se faire damer le pilon par une autre entreprise. Donc, on considère qu'il serait primordial d'agir rapidement. C'est pourquoi là, que nous vous proposons d'aller de l'avant avec ce financement-là, avec cette acquisition-là. Donc, si vous avez des questions pour nous, on serait totalement apte à y répondre. Oui, si tu peux revenir à la slide où on voit ton IRR, le rendement que tu as sur sur la vente et tout. OK. 3,70 de plus-value. D'après vous, est-ce que c'est bon comme investissement? Est-ce que c'est... En fait, le gros problème de ce tableau-là, c'est qu'il manque les 2 années de... On a simplement comparé la valeur terminale avec le prix d'achat. Il manque les 2 années d'actualisation, on a un petit manque de temps. Mais il y a 2 années de flux monétaire d'opération qui chiffrent environ à 35-36 millions de dollars. Donc ça va venir augmenter de 3 c'est pas un chiffre valide. Ça va tourner plus en entour du 12, 13, 14 au-dessus du taux de rendement exigé par les actionnaires. OK. Tu es en train de dire que c'est un rendement aux actionnaires, ça, ou non? C'est un rendement aux actionnaires. Le 110 millions, donc, c'est des actionnaires qui vont mettre ce montant-là. Ben, en fait, il n'y a aucune dette là-dedans. Oui, il y a de la dette là-dedans. Donc ça, c'est le rendement aux actionnaires ou c'est le rendement aux actionnaires et à la dette en même temps? En fait, on va considérer les flux monétaires pour la firme. Ça va être le rendement total de la compagnie, non seulement pour les actionnaires. On a vraiment été, le rendement, c'est simplement le total du montant investi comparé au montant total reçu. Donc oui, ça va être autant pour les créanciers que pour les actionnaires. Donc moi, en tant qu'investisseur en équité, faut que je mette combien au total sur la période des 3 ans? Parce qu'avec la construction, est-ce que tu veux que je mette plus d'équité tout de suite pour que je puisse financer en partie la construction, ou à fur et à mesure qu'on fait la construction, il faut que je remette d'équité à fur et à mesure qu'on met de la dette juste pour garder mon... La façon qu'on a calculé le montant comme ça, c'est que chaque étalonnement au niveau du rajout de la dette, on avait seulement rajouté 85 de la dette. On a le financement par les actionnaires, toujours respecter le ratio du 95-15. La dette, on a seulement imputé 85 de ce qu'on avait besoin. Donc, il y a 15 qui devra provenir des actionnaires. Même chose quand on a la vente terminale, j'avais la diapositive qui parlait de 93,7 millions, là, tu viens de vu. Donc, c'était 85 du 110 millions d'acquisition totale de l'entreprise. On finance à la fois avec la même structure, le projet, puis les coûts de construction. On finance l'acquisition avec la même structure qu'on finance les coûts de construction. Donc, on finance l'acquisition du contrat avec le même. Ben, comme on avait le mandat on essayait de respecter le plus possible dans le cadre du mandat, en fait, le 95.5, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il pour essayer de utiliser l'effet de levier au maximum, puis en même temps essayer de sauver de l'intérêt, au lieu d'y aller avec une pleine dette, il était proposé aussi au fait d'aller chercher de réserver notre taux d'intérêt pour la totalité du temps, puis d'avoir un certain niveau de pénalité sur les fonds non utilisés. Nous, on a utilisé plus le bridge financing pour se financer sur le temps, puis on considère que ça va nous permettre d'économiser l'intérêt. En fait, oui, on garde la même structure d'intérêt, étant donné que c'était dans le cadre de notre mandat d'avoir du 95 15% d'effectivité. OK. Les flux monétaires actualisés de 282 millions. Je ne sais pas si on peut revenir à la slide qui montre le DCF. Non, où est-ce que tu présentes tes cash flows? Dans le fond, ça se trouve. Le 288 millions se trouve à être l'actualisation de tous les flux monétaires, que ce soit de 2017 à 2037. Et pourquoi 2017?
puisque le début des opérations, en fait, ici, c'est les flux monétaires uniquement liés aux opérations lorsque on va commencer à produire de l'énergie. Donc, les dépenses qui sont avant ne sont pas inclus dans ces flux monétaires-là. On en a tenu compte à l'évaluation totale de la firme, comme on vous a présenté dans le tableau, qui donne à 110 millions. Là, est-ce qu'il y a des taxes ici? Dans vos flux monétaires, est-ce qu'il y a des taxes? En fait, sont hors de taxes. OK. Puis qu'est-ce qui se passe je pense que la fin de construction était prévue pour 2015. Entre 2015 et 2017, on ne pense pas générer de revenus. En fait, c'est que pour la deuxième partie, je pense qu'on se mélange entre les deux. La deuxième partie, c'est dans le fond la valeur de revente. Donc, on vend, on a 2 ans d'opération dans laquelle on est. Donc, on vend C'est ça, les 2 ans de Ouais, c'est ça. monétaire C'est ça qui ont été expliqués. La période de